I was there before Neo, but when Neo came, I was like, uh-oh. Nobody paid attention to you? Yeah, it was like Bobby V. Who is that? Un chanteur de R&B et qui plus est un lover avec un nom aux sonorités latino. Retrouvé en train de jouer les Usain Bolt en caleçon dans la chambre d'une femme trans. Bobby Video. Ça fait forcément scandale. Bobby Video. Bobby Valentino. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. Bobby Valentino était l'une des étoiles du R&B du milieu des années 2000. Il a signé sur le label de Ludacris à l'instar de quelqu'un que vous connaissez déjà très bien, Shingy. Il était la flamme R&B du label avec ses vibes millimétrées très old school. A l'aide des deux producteurs Tim and Bob, il a réussi à construire une identité sonore avec une chanson qui a marqué toute une époque. Aujourd'hui, on l'aurait traité de grand harceleur, de misogyne. Mais à l'époque, quand Bobby Valentino croise une femme qu'il trouve super belle dans la rue et la poursuit pour lui faire une sérénade, tout le monde trouve ça magnifique. Le tube a marqué son époque, il va propulser sa carrière, l'artiste va enchaîner les featuring. Avant que malheureusement tout ne s'efface, est-ce la faute de Nio qui était signé plus ou moins sur le même label? Est-ce la faute de son nom? Parce que son nom va lui créer quelques petits soucis. D'ailleurs, il ne s'appelle plus Bobby Valentino, mais Bobby V. Ou alors est-ce le fait que ses fans féminines se soient senties trahies lors de cette scène Usain Boltienne où on le voit courir alors qu'une femme trans le poursuit pour son argent? Parce que oui, elle demande de l'argent. Après Shingy, vous devez vous dire que les artistes de Disturbing the Peace sont maudits avec ce genre d'histoire. C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui en revenant sur la carrière artistique de Bobby Valentino, qui est peut-être aussi dans un sens un artiste arrivé à la mauvaise époque. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, à participer au Tipeee pour soutenir la chaîne parce que quand les vidéos sont démonétisées, on se rémunère avec le Tipeee. Et je ne vous ai pas dit un truc, l'une des chansons préférées de l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps, à savoir Tupac, était une chanson sur laquelle Bobby V chantait. Et c'est même illustré dans le fameux film sur sa vie. C'est le début. Ah là là, Blackberry Molasses. Mais les gens qui vivent sans R&B dans vos villes, en fait, comment vous faites? How do you do? The groove, comment vous faites? Oh mais... You gotta keep pushing on, the sun don't rain all the time. Alors, maintenant que vous êtes bien R&Bisé, la question que j'ai envie de vous poser est peut-être vitale. Est-ce que pour vous, en 2021, c'est intéressant de suivre un artiste qui, globalement, ne fait que chanter? Je vais vous dire un artiste qui ne fait pas de scandale sur les réseaux sociaux, ou qui ne fait que très peu de visuels, et quand il fait des visuels, c'est totalement cheap. C'est-à-dire que l'artiste, ce n'est que sa voix, sa petite musique là qu'il fait. Est-ce que pour vous, en 2021, soyez honnête, parce que dans la vidéo sur Martha Wash, vous avez beaucoup menti dans les commentaires. J'ai senti que ce n'était même plus les doigts de certaines personnes qui écrivaient, c'était leur nez. Tellement il y a de mensonges dans les commentaires de cette vidéo-là. Mais j'aimerais savoir si en 2021, vous pouvez suivre un artiste qui ne fait quasiment pas grand chose, qui n'est quasiment pas présent sur les réseaux sociaux, qui n'est pas sur Instagram, qui est juste là pour vous donner sa musique. Très souvent même il n'y a pas de visuel ou les visuels sont cheap, c'est-à-dire qu'il est nul en visuel. Est-ce que ça peut vous intéresser de suivre quelque chose comme ça en 2021? Nous sommes en 96 quand Tupac tombe amoureux de cette chanson, comme beaucoup de fans de R&B. Le titre c'est Blackberry Molasses, c'est un titre du groupe Mista et c'est le premier groupe de Bobby Valentino. Bobby Valentino qui à l'époque n'est qu'un adolescent, il a chanté toute son enfance. C'est bien sûr un American Baby et d'ailleurs dans la famille tout le monde chante, aussi bien la mère que les sœurs. Can I get an amen? Vous l'aurez compris, c'est une famille très musicale, chez eux même le chat doit chanter juste, et c'est dans cet environnement-là que Bobby V grandit. Mais c'est une famille plutôt aisée, les enfants vont à l'école, et la musique c'est pour les parents un peu en parallèle. Mais le petit Bobby lui il pousse chaque fois qu'il entre dans le bus pour aller à l'école, c'est lui qui fait toutes les vibes de Charlie Wilson, c'est lui qui fait rigoler toutes les meufs, et c'est comme ça qu'il va avoir ce petit surnom de Valentino, parce qu'à la base il s'appelle Marcel Wilson. Il devient donc Bobby Valentino, il commence à chercher des petits contrats en label et un jour il va former un groupe avec 3 autres garçons. Le groupe s'appelle Mista, ils sont produits par Organized Noise qui vient de produire un immense hit R&B de l'époque, à savoir Waterfall, le TLC.
Leur album est travaillé assez rapidement. Bobby est un des leaders vocaux. Il y a une identité parce que c'est Organized Noise avec une petite vibe un peu plus hip-hop. Et le premier single Blackberry Molasses va avoir un bon succès dans les charts R&B, mais il ne va être que 53e au Hot 100 américain. C'est un départ un peu mitigé, il faut donc confirmer l'essai et c'est là que les choses vont un peu se gâter parce que leur second single qui s'appelle donc Lady va être un flop. Ils vont avoir la chance de commencer à travailler sur leur second album et c'est là que les choses vont se gâter, à savoir que les différents membres ne s'entendent plus, chacun veut avoir une direction et en plus au niveau du management il n'y a pas de concordance. Toutefois, Bobby est le plus studieux de tous ses camarades. C'est comme ça qu'il contacte donc deux producteurs, à savoir Tim and Bob, et il les fait asseoir pour commencer à travailler sur le second album de son groupe. Sauf que les autres membres ne viennent pas, ils finissent par vraiment se fighter et le label décide de leur ouvrir la porte. Les rêves de chanteur de R&B du jeune et charmeur Bobby Valentino s'éteignent. Il doit repartir à l'école parce que ses parents, eux, ils ne rigolent pas. Vu que t'es pas capable de séduire les filles avec les vocals, tu vas retourner devant tes cahiers. Et c'est ce qu'il va faire. Il va avoir ses diplômes, mais paradoxalement, il va continuer à chanter, à envoyer ses démos par-ci par-là, jusqu'au jour où quasiment 6 ans après, il finit par attirer l'attention de Shaka Zulu. Shaka Zulu à l'époque, c'est le manager de Ludacris et c'est l'un des piliers du label Disturbing the Peace. Il écoute Bobby Valentino chanter et il se dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui, surtout que Bobby Valentino lui ramène toute sa manière de penser musicalement, à savoir qu'il est allé rechercher les Tim and Bob pour faire son petit son, apporter son petit écosystème. Ludacris écoute, il kiffe, Shaka Zulu écoute, il kiffe, on le signe et ils sont donc distribués par Def Jam. Au moment de la recherche du premier single, il y a pas mal d'hésitations et Tim and Bob justement cherchent un son un peu frais, c'est-à-dire qu'ils veulent se renouveler. Ils sont là depuis quasiment 15 ans, ils ont produit pour plein de personnes, pour les Boyz II Men, pour Maya, ils ont plein de hits et là ils essaient d'apporter une touche un peu spéciale à leur son. Et ce soir-là, comme par hasard, Bobby leur raconte qu'il a vu une fille passer et qu'elle était tellement bien foutue qu'il a voulu lui dire de s'arrêter. Donc il a suivi pour le lui dire. Ça fait rigoler Bob. Tim compose toute la nuit et c'est donc comme ça que va naître le fameux Slow Down. Vu que le FC Cancel Culture est déjà occupé à vouloir cancel Call to You de Destiny Child pour esclavagisme des femmes, ce serait absolument terrible qu'il tombe sur ce titre, mais il faut savoir que la chanson en 2005 c'est un peu un ovni, c'est-à-dire que dans la manière dont elle est structurée, dans la manière dont elle est pensée, on dirait vraiment un bon slow jam R&B des années 90, mais il a une vraie personnalité dans l'articulation du chant et même dans la manière dont on entend cette petite flûte. Et l'une des ingéniosités de ce titre était d'avoir pensé, dans la mouvance de l'époque, à rajouter des extraits ou des samples de films hollywoodiens ou de contes venus de l'extrême-orient, de la Chine ou alors du Japon. C'est-à-dire que ce petit sample qui parcourt la chanson, qui est totalement envoûtant, un peu mélancolique et qui lui donne un aspect d'éternité, va faire mouche et va devenir sa marque de fabrique au niveau du son. So remember when Shaka was trying to stop Slow Down from being a single? It's like that. Single. We got Sure was. Listen, everybody was trying to stop. A lot of people, oh, I don't like it. Oh, I don't like it. C'est-à-dire que même le label au début n'y croyait pas. Ludacris n'aimait pas la chanson au début. Il va réussir à l'imposer et très rapidement, ils vont enchaîner dans la mouvance. Ils vont avoir un duo ensemble. Et le second single qui va être écrit juste après Slow Down va repartir un peu sur cet aspect-là. Même s'il va bien moins marcher, ça s'appelait Tell Me. L'album fait une première semaine à 180 000 ventes, il atteint assez rapidement les 700 000 exemplaires vendus et surtout il y a une emphase autour de Bobby Valentino. Pourquoi? Parce qu'en réalité 2005 c'est plus ou moins la très grande dernière année du R&B mainstream comme on l'a connu à l'époque aux États-Unis. Et donc dans cette année-là, il y a un nouvel artiste qui reprend exactement les codes des années 90 dans un son qui est très mature parce que quand vous écoutez Slow Down, elle est très mature dans la manière dont elle est chantée, dans la manière dont elle est structurée. Elle n'a pas un attrait spécifique au public jeune, c'est ce qui faisait peur au label et quand elle va exploser, ils vont se dire mais pourquoi ne pas foncer là-dedans? On va commencer à nous dire que peut-être que Bobby Valentino va créer une section chez Def Jam qui sera plus ou moins Asian R&B. Ça ne va bien sûr jamais se faire, mais tu vois que dans ce moment, Bobby Valentino va cristalliser une sorte d'équipe de choc avec Tim and Bob parce qu'ils vont avoir un son identifiable qui sera d'ailleurs repris par pas mal d'artistes. Mais donc l'ère se termine, Bobby Valentino est plus ou moins connu de tout le monde sur la planète musicale. Il a son petit truc de crooner R&B, il a plus besoin de prendre les cahiers et en plus il a plus ou moins un son identifiable qu'il faut pousser et pousser parce que Slow Down a très bien pris,
Tell Me a beaucoup moins pris et le troisième single a encore moins pris. 700 000 ventes c'est bien, mais il faut aller encore plus loin, surtout dans cette période de transition pour le R&B. Bobby retourne dans le studio et il explique qu'il avait une certaine pression de la part du label qui lui disait il faut absolument que tu contactes les autres hitmakers du moment pour qu'on soit vraiment sûr que ton premier single du second album sera un tir au but en fait, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'écart, tu vas marquer directement. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va contacter Rodney Jerkins, il va contacter Timbaland, il va garder Tim and Bob, mais ils ne seront pas les producteurs mis en avant par Disturbing That Peace et Def Jam parce qu'ils veulent des hits plus ou moins faciles et qu'ils se disent que même si Slowdown a marché, ne prenons pas de risque sur le second album, le R&B est en perdition, allons-y safe cette fois-ci. Et c'est comme ça qu'il va sortir en premier single un titre qui s'appelait Turn Off the Page et qui était donc une production de Rodney Jerkins. Et là, d'un coup, l'histoire d'amour naissante entre Bobby Valentino et certains fans de R&B et bien sûr cette structure sonore qu'il y avait autour de lui et de Tim and Bob, ce qu'ils avaient plus ou moins construit sur le premier album, va s'arrêter net. À savoir que Turn Off the Page va être un flop monumental. Et pourtant, ce n'est pas une mauvaise chanson en soi. L'idée de l'affaire vient d'ailleurs d'un succès R&B récent, à savoir le fameux One Wish de Ray J. Les deux chansons se ressemblent, c'est le même producteur. Et on se dit, comme Rodney a plus de codes à l'époque que Tim and Bob, c'est mieux d'aller chez Rodney. Sauf que ça va flopper. Ce n'est pas l'identité sonore avec laquelle Bobby V s'est présenté à ses fans. Il n'a pas non plus une personnalité de ouf, c'est-à-dire qu'on ne le connaît pas très bien. Donc ça passe entre les mailles du filet et d'un coup, il y a une frustration. La frustration est d'autant plus tenace que Def Jam a son nouvel artiste R&B qui réussit à faire cette liaison, à savoir Ne-Yo. Oui, parce que vous êtes brillant, vous en souvenez sans aucun doute. Ne-Yo signe à la même époque chez Def Jam et je vous ai expliqué pourquoi Ne-Yo va avoir beaucoup de succès dans la vidéo sur sa carrière. Et aussi dans celle sur qui a le meilleur premier album entre lui, Trey Songz, Chris Brown et Mario. Ne-Yo va ramener ce côté mélodique très R&B mais avec quand même une petite touche plus pop et ses fameuses boucles, notamment grâce aux productions de Stargate. D'un coup, Def Jam se focalise dessus, il voit en lui l'avenir. En plus, il est capable d'écrire des tubes pour tout le monde. Et quand Bobby Valentino se présente dans les locaux du label pour la promo de son second album, il y a les photos de Ne-Yo un peu partout, là on dirait un musée de Ne-Yo, et lui il est nulle part. I was there before Ne-Yo, but when Ne-Yo came, I was like, uh-oh. Nobody paid attention to you? Yeah, it was like Bobby V, who is that? I used to go in the office and be like, dang, I got an album coming out, I don't see no Bobby V posters in this boy. Pareil, il estime que Ne-Yo est décrit comme le mec qui écrit des chansons, des tubes, lui aussi écrit ses chansons, mais personne ne le dit. Ne-Yo was a great artist, he's a great writer, you know what I'm saying? You know, but I just feel like my music is just as good and I'm a writer too, you know what I'm saying? I write all my records. C'est-à-dire qu'il voit qu'il n'a pas le même traitement parce qu'il est dans un format R&B old school et que son format est en train de mourir. Là, son second album doit sortir, le premier single n'a pas marché, il est totalement en panique. Mais figurez-vous que sa malchance ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire que ça va même empirer. Parce que son succès est arrivé en UK. Slowdown a bien marché en UK et il y a un monsieur qui marchait dans la rue, un chanteur, et partout où il arrivait, chaque fois qu'il se présentait, on lui disait slow down, slow down. Il était là en mode what the fuck et un jour donc il va voir ses avocats en leur disant il y a une sorte de mec là qui poursuit une fille dans la rue là. Il chante un truc qui s'appelle Slow Down avec un beat un peu R&B, je sais pas trop quoi. C'est un américain. Il fait du mal à mes affaires, il faut absolument régler ça. Oui, quand Bobby Valentino a décidé de s'appeler Bobby Valentino, c'était son petit surnom quand il faisait un peu rire dans le bus. C'était pour plaire un peu aux filles, avoir ce petit côté exotique. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un chanteur, violoniste et acteur anglais qui depuis des années s'appelait Bobby Valentino. Et donc quand ce chanteur va voir le succès de son homonyme Valentino, Bobby, mais américain partout dans le monde, il va se dire mais en fait ce mec empiète sur mes affaires, il empiète sur mon nom. C'est quelqu'un qui a joué du violon dans plusieurs albums, y compris dans ceux de Patricia Cass, donc il n'est pas content, il lui porte plainte et la plainte arrive chez Def Jam. Déjà que pour eux de base c'est pas le truc de ouf, ils l'ont pris parce que c'était Ludacris, Disturbing That Peace. Voilà. Ensuite, Slowdown a marché, ça a fait 500 000. Mais pour eux, le format R&B est mort. Bobby n'a pas une personnalité qui s'est imposée. Le premier single n'a pas marché. Et alors qu'ils sont en train de sortir le second album, on les attaque en justice pour le nom de l'artiste. Donc là, même si Bobby avait un bon budget pour l'enregistrement de l'album, il y a très peu d'énergie mise sur lui. L'album est repoussé à de nombreuses reprises. Et finalement, lui-même, pour essayer de sortir l'album à tout prix, va voir Timbaland juste après le succès de Justin Timberlake avec Future Sex Love Song. Timbo va lui donner le titre qui s'appelle Anonymous, qui va devenir son nouveau succès urbain.
C'est la période où Timbaland est le distributeur automatique de tubes, donc il en fournit pour tout le monde. Sauf que pour Bobby Valentino, même si ça buzz un peu, c'est 17ème dans les charts R&B, mais 49ème au Hot 100. Ce n'est pas non plus un immense tube. Il ne retrouve pas les chiffres de Slowdown. L'album sort et le label de son côté est plutôt froid. Ils ont leur Nio, donc même s'il fait un bon démarrage, il n'y a pas une immense promo. Ça le frustre énormément. Et de l'autre côté, l'argument de Def Jam, c'est tout ce qui se passe autour du nom. C'est-à-dire que pour sortir l'album en Angleterre, ils ont été obligés de négocier et l'album sort en Angleterre sur le nom de Bobby V. Ce n'est plus Bobby Valentino. Donc ça, c'est un casse-tête en plus pour eux. Les relations se dégradent. Bobby V estime être frustré et d'autant plus frustré selon lui qu'il a suivi la tendance comme le voulait le label. C'est-à-dire qu'il dit, moi je voulais pas vraiment suivre toutes les modes musicales là. J'ai suivi toutes les modes musicales. J'ai donné mon budget à plein de gros producteurs pour avoir des hits. Et finalement, j'ai sorti l'album qu'il voulait. Et selon lui, ils n'ont pas fait de promo. Ils n'y ont pas cru. Ils se sont concentrés sur Nio. Donc je pars. Chase the trends too. Yeah. Because we want to have commercial success. Yeah. I even did that myself, you know? Yeah. And you have success on your own, and then you go get a label situation, and then here comes the label telling you what producers to work with, what your sound is. Le départ de Bobby Valentino de Def Jam et de Disturbing That Peace va signer le début de son combat contre lui-même. C'est-à-dire que chaque jour, cet homme va se regarder dans la glace et se dire, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je dois vraiment aller vers ça parce que tout le monde va vers ça? Ou est-ce que je dois vraiment faire ce que j'ai envie de faire? Son premier move toutefois va essayer d'être de montrer ce qu'il a envie de faire, à savoir du R&B très classieux, très inspiré des années 70-80, pas du tout moderne dans l'idée, c'est sa passion. Et il sort donc un EP qui s'appelle Come With Me, où il écrit quasiment toutes les chansons pour montrer que lui aussi est capable d'écrire, de produire, de composer. Il n'est pas un sous-Nio, il est Bobby Valentino et selon lui, il est talentueux dans son propre domaine. C'est une déclaration d'amour à tout ce qu'il aime, c'est-à-dire le R&B old school, le R&B très lover, ce pourquoi il pense avoir été créé. Mais pour pouvoir vendre des albums en 2009, il faut essayer de passer à la radio, d'être un peu plus moderne. C'est pour ça que quand il crée son propre label, il est obligé de chercher des titres un peu plus à la mode. Il va en trouver un qui s'appelle Beep en compagnie de Young Judge. Il va avoir l'apport médiatique du tube de Lil Wayne, à savoir Mrs. Officer. Pour un artiste R&B indépendant de l'époque, les chiffres du démarrage ne sont pas trop mal. Mais il y a une vraie déconnexion entre le titre de cet album qui s'appelle donc The Rebirth, tout ce qu'il vend dans cet album et finalement l'essence même de l'album, à savoir que c'est censé être un album de Saint-Valentin. Il sort la semaine de la Saint-Valentin, il dit à toutes les filles, venez acheter mon album, c'est un album de lover, de loveuse, sauf que le single est un titre très urbain qui n'a rien à voir avec l'esprit de l'album et que de l'autre côté, le single Hands of Me qui est censé les ramener vers lui, vers la fin de l'exploitation, va passer totalement inaperçu. En fait, comme beaucoup d'artistes de sa génération, à partir de cet album-là, Bobby Valentino va se retrouver piégé par la manière dont la musique évolue. C'est-à-dire que déjà, lui, jamais il ne va aller vraiment chercher les ondes de Flory, c'est pas son truc. Mais le fait que le son soit très hip-hop dans les radios urbaines et que lui veuille vendre un R&B très old school et qu'en plus il n'a pas une personnalité exubérante, c'est juste quelqu'un qui chante, c'est pas quelqu'un qui veut faire des scandales, il veut même passer inaperçu et il le dit lui-même, moi je suis juste là pour la musique, je veux même pas parler trop fort, je veux même pas faire un mini scandale parce que si je fais un mini scandale, les filles vont s'éloigner de moi. You're right, but You you can know talk me, crazy. I'ma just stay the lame guy. I just want y'all to love my music, man. You know what I'm saying? Cause I get to talking, and then the people might not even like my music no more. Cause you know, I'm one of them kind of dudes. So I just keep it lame, keep it low key. Exactly, keep You it know what I'm lame. saying? Yeah, no sex tapes, no gay rumors, none of that with Bobby G. I love the ladies. C'est-à-dire qu'il assume ce truc très lisse pour passer entre les mailles du filet, mais de fait, il ne va pas très haut, au-delà de la musique, parce que musicalement, il peut vous faire de très bons titres, et sur son 4e album, il se retrouve avec le même problème, c'est-à-dire que le premier single, c'est du Jazzy Faye. Bon, déjà, Jazzy Faye en 2010, c'était un peu daté, mais dès qu'on enlève ce single-là, qui est donc la porte d'entrée, il assume totalement ses influences très old school, il fait venir R. Kelly sur le remix du single Worlds, ou encore, là où il a fait plaisir à pas mal de gens, c'est qu'il a repris l'un des classiques de Bobby Brown, il a invité Bobby Brown à le chanter avec lui à la télé, bon, c'était rocailleux, mais c'était un très beau moment quand même. Les ventes vont progressivement chuter.
L'album de 2009, The Rebirth, va faire environ 250 000 ventes. Celui de 2011, Fly on the Wall, va faire environ 150 000 ventes. Mais encore, ce n'était pas trop mauvais parce qu'il était partiellement en indé en 2009 et que le tube beat notamment lui avait ramené beaucoup d'argent. C'est à partir de 2012 que ça va devenir très dur parce que la formule va rester la même. L'album était quand même beaucoup moins abouti que les précédents. Et là, ça va être très dur parce que même avec un single de Lil Wayne, donc un titre un peu plus urbain, l'album va faire moins de 20 000 ventes aux États-Unis. Et là, il va très mal le vivre parce qu'il va faire le bilan de toutes ces années-là en se disant mais à chaque fois que je faisais les trends là, chaque fois que je faisais des titres pour suivre au moins les tendances, mais moi, c'est pas ça que j'aime en fait. Ce que j'aime véritablement, je pouvais pas le faire. C'était une espèce de carotte pour que les gens viennent acheter mes albums. Et ces espèces de bâtards ne sont même pas venus acheter mes albums. Alors que dans tous mes albums, j'ai essayé de garder Tim and Bob. Parce que c'est aussi ça le problème. C'est-à-dire que comme à chaque fois, il y avait des singles un peu différents, les gens qui aimaient son association avec Tim and Bob se sont dit ils ont cessé de travailler ensemble alors qu'ils ont quasiment toujours travaillé ensemble en fait. Les titres étaient juste dans les albums, ils n'incarnaient juste plus publiquement leur personnalité artistique. Et ce truc-là va le traumatiser. Il va en parler en longueur d'interview. Et vraiment, pour se détacher totalement de l'industrie musicale, il va se dire, je vais revenir à la musique, mais cette fois-ci, je vais faire un projet qui me ressemble du début à la fin. Ça s'appelait Peach Moon. Ça avait déjà été introduit par un titre qui s'appelait Back to Love, où il disait qu'il avait été inspiré par le retour de R. Kelly à un son très soul sur Love Letter. Là, il l'a introduit par Back to Love. Et l'album en entier, si vous l'écoutez, c'est un projet très soul, très R&B, que D'Angelo ou même Bruno Mars, parce qu'il y a un côté beaucoup plus R&B mainstream, forcément parce que c'est Bobby Valentino, mais ça a un côté rétro totalement déconnecté de son époque. C'est même limite une déclaration de guerre. Moi j'aime le R&B et la soul, là, voici ça. Good night to you, my soul flower. I hope you wish upon a star. Let's take a trip to the peach moon. Et non content d'avoir pu délivrer ce petit projet, il va aussi devenir l'un des plus gros détracteurs du R&B actuel. À savoir, le R&B est dans une position bizarre et compliquée. Moi, en tant que chanteur qui joue du piano et des trucs du genre, et qui a essayé d'être précurseur, l'un de ceux qui ramène le R&B en avant, il vous rappelle que quand il faisait Slow Down, là, vous étiez en train d'aller vers d'autres choses. Quand je vois où en est l'industrie actuellement, je ne renonce certes pas, mais je prends du recul pour évaluer les choses parce que la direction que prend la musique urbaine actuelle m'inquiète. Tout ce qui se fait là en 2014, ce n'est pas du R&B, tout est autotuné et là il va sortir une phrase que je trouve géniale et qui est réaliste. Il va dire le R&B est devenu le marché noir du hip-hop. Et je trouve que cette phrase est magnifique parce qu'elle s'applique encore aujourd'hui. Et plus loin encore dans l'interview, il dit si vous faites une chanson de R&B, vous dégradez les femmes, vous les traitez de bitch et d'autres choses, elle va cartonner. Vous faites une chanson de R&B où vous parlez d'amour, tout le monde s'en fout. Alors ça peut être cocasse et certains le lui ont reproché en disant oui mais toi tu as essayé à plusieurs reprises d'avoir ce genre de tube pour nous ramener vers tes chansons d'amour. Mais justement lui se défend en disant j'ai fait certains tubes plus hip-hop pour que vous veniez écouter les vraies chansons en fait. Moi je veux défendre la vraie musique, moi je joue des instruments. Vous avez vu tout son discours là. Et il va d'ailleurs sortir juste après un autre EP qui s'appelait Hollywood Heart où il garde cette même direction très old school, très R&B et peut-être même encore plus réussi que le premier. Alors tous ces projets sortent en indépendant. Je crois que hormis les fans de R&B, nous sommes très peu nombreux qui sont vraiment des espèces de malades à avoir écouté ça. Il n'y avait pas grand monde pour écouter ces albums là et c'était assumé. Il disait lui-même que je fais par amour pour la musique, je fais parce que pendant ma carrière j'ai eu pas mal d'argent, je le fais parce que mes parents sont plutôt riches donc je vis confortablement, mais je n'ai plus vraiment besoin de vivre de la musique. Je fais des shows pour Kate Sweet en première partie, je fais plein de tournées partout, je chante sur Slow Down, donc je peux me permettre aujourd'hui de sortir la musique que j'ai envie de sortir comme j'ai envie de la sortir, surtout que quand j'écoute ce que les autres font là, c'est pas pour moi. Il était plus ou moins dans cette mouvance là, il a commencé à jouer dans des films, à produire des films et le reste je m'en fous. Jusqu'au jour où c'est le reste qui ne va plus s'en foutre de lui, à savoir que tout le monde est plus ou moins assis chez lui et une femme trans, Rema Houston, va poster une vidéo de Bobby Valentino en train de Usain Bolt de chez elle. In my house, Bobby V, y'all. Bobby Valentino, running. You forgot your shoes? Il est en caleçon et tout et elle lui demande de le payer, lui il refuse, il essaie de casser son visage mais on le reconnaît assez aisément et la vidéo va donc buzzer sur internet parce que malgré tout, Bobby Valentino dans l'esprit de tout le monde c'est un chanteur de R&B, c'est un charmeur, les filles sont censées être amoureuses de lui, elle crie quand il fait des concerts, donc c'est une période, c'est Slow Down, c'est lui qui poursuit les meufs dans la rue et là d'un coup, pour beaucoup, le mythe semble se briser. Bobby video. Back up for me.
L'histoire va prendre une ampleur folle sur internet. Certains de ses fans vont aller attaquer la femme trans en disant pourquoi tu l'exposes de cette façon, pourquoi tu lui fais ça, c'est quand même un chanteur, c'est quand même une personnalité publique, il ne mérite pas que tu lui fasses ce genre de choses. Elle va répondre en disant il n'avait qu'à me payer, il en va de ma vie, moi je fais ça pour vivre. Et quand quelqu'un ne me paye pas, ça veut dire que ma vie est en danger. Ça va prendre une autre ampleur parce que les gens vont se dire Bobby Valentino il est quand même encore un peu frais. C'est vrai que bon, il mange un peu bien à la cantine, mais il y a quand même des fans partout qui pourraient avoir envie d'avoir une petite relation avec lui. Donc pourquoi est-ce qu'il a besoin de payer une femme, et pour certains encore plus une femme trans? Donc ça prend une ampleur folle. Certains vont même sur les posts de Ludacris et de Shingy pour leur dire que mais vous êtes toujours avec des trans là-bas chez Disturbing Dapis, qu'est-ce qu'on doit se dire? Il y a toute cette euphorie. Rema Houston décide d'ailleurs de porter plainte à Bobby Valentino en disant qu'elle a été séquestrée et qu'elle a eu des rapports avec lui sans être rémunérée. De son côté, il voit que son image en pâtit et il va réagir en disant qu'il est allé effectivement dans cette chambre avec cette femme, mais qu'il ne savait en aucun cas que c'était une prostituée et encore moins que c'est une femme trans. Et que c'est au moment où il a découvert que c'était une femme trans qu'il a commencé à... Usain Bolt. Certains vont le croire, d'autres ne vont pas le croire, mais toujours est-il que l'affaire va prendre une autre ampleur dès le moment où deux autres femmes trans vont venir dire oui, on a eu des rapports avec monsieur Bobby V et il se trouve qu'il était un peu violent, il était un peu méchant, il nous a séquestrés et lui va encore une fois fermement démentir les faits. Sauf qu'il y a eu le moment où Rema Houston est sortie pour faire des interviews. Et quand elle a commencé à faire des interviews, elle s'est contredite sur plusieurs points, au point où elle a fini par complètement changer sa première histoire. C'est-à-dire qu'au début, elle disait de ses propres mains et écrit partout sur internet, je me prostitue, si un homme vient chez moi pour avoir des relations sexuelles avec moi, il doit payer, sinon je meurs, c'est comme ça que je vis. Ce que dans un sens on peut comprendre, c'est Dieu qui donne. Mais au moment où les médias vont la contacter et qu'il va falloir faire des interviews, elle va complètement changer son histoire. Elle va dire qu'en fait, elle était sur un tournage d'un clip avec Bobby Valentino, que Bobby Valentino l'a abordé en lui promettant une carrière et que finalement il s'est joué d'elle. Meet a celebrity, he's talking about the industry, entertainment, he's talking about putting you into things that's going to get you into the limelight of what you went to school for. I got, okay, this is it. Et là, d'un coup, elle va partiellement se discréditer chez beaucoup de gens. Parce que les gens vont comprendre que, comme elle a vu que les médias venaient vers elle, elle s'est tout de suite dit artiste. Elle a commencé à dire que oui, je suis chanteuse, actrice et ce genre de choses. Et je travaille avec Bobby Valentino au début pour pouvoir sortir des albums et des films. Sauf que ça n'avait pas de sens vu qu'au début, elle-même avait dit qu'elle était prostituée. Donc c'est comme ça que l'histoire va retomber comme un soufflet. Et quand Bobby va voir que l'histoire retombe, il va tout de suite rentrer en studio et il va appeler Tim and Bob. Sauf que Bob n'était pas disponible à l'époque. Il va refaire un album en mode je veux rappeler à tout le monde que en 2005 j'étais là. Il voulait surfer et inverser le buzz. C'était sa plus grosse exposition depuis 2005. S'est dit maintenant que tout le monde me voit, tout le monde parle de moi, autant sortir un album. Et c'était en featuring avec Snoop Dogg sur le premier single. L'album a une fois encore été un échec commercial, surtout qu'en réalité ce n'était pas un retour musical vers l'équipe Tim and Bob en fait. C'est-à-dire que là il était revenu avec Tim, mais c'était lui-même contredit. Pourquoi? Parce qu'il avait essayé d'avoir ce phrasé un peu plus hip-hop sur certains titres en se disant vu que les gens me regardent, autant essayer de faire quelque chose qui peut un peu leur plaire, et ça n'a pas pris du tout, notamment dans les radios R&B. En fait pour moi, Bobby Valentino, c'est un peu l'histoire de quelqu'un qui est né à la mauvaise époque ou alors qui a commencé à avoir son succès à la mauvaise époque. Il serait arrivé en 97 avec son son là, il n'aurait pas eu une carrière dans les années 2010, mais il serait beaucoup plus respecté parce qu'il aurait pu établir sur 2 ou 3 albums un son un peu plus identifiable. Le problème qui se pose avec lui selon moi, c'est que c'est vraiment pas du tout quelqu'un de son époque, c'est-à-dire qu'il se raccroche à tous les éléments effectivement pour survivre, mais comme il le dit lui-même, il veut juste chanter en fait, il ne veut pas de polémique, il veut pas réagir à l'actualité, il sait pas super bien danser, c'est pas un super beau gosse à la Trey Songz, donc son travail c'est de faire de bonnes chansons R&B. Et dans cet écosystème beaucoup moins hip-hop et souvent aussi calqué sur l'image, il avait beaucoup moins de chances d'y arriver ou alors d'exister avec une personnalité aussi lisse. D'ailleurs je me rappelle qu'il y avait un pote à moi qui me disait qu'il aurait dû assumer la relation avec la femme trans. Pourquoi? Parce qu'il pensait que dès qu'il aurait assumé cette relation là, tout le monde se serait dit c'est le chanteur de R&B qui assume les relations avec les femmes trans. Bah de fait il aurait eu une exposition, on aurait parlé de lui et que peut-être même le public trans l'aurait soutenu. C'est-à-dire qu'il y aurait eu quelque chose autour de lui dans cette ère musicale où les gens n'ont plus besoin de simplement d'écouter de la musique, ils regardent pour beaucoup tout ce qui est autour avant d'en arriver à tendre l'oreille. Et ça peut desservir des artistes comme Bobby Valentino qui depuis donc est revenu à ses amours premiers pour le R&B. Il a voulu créer un groupe de R&B, un super groupe de R&B avec Pleasure P et Reggie, mais ça n'a pas fonctionné même si leur premier single c'est la chanson Bad Habit.
Là, il prépare 3 albums de R&B. L'un a malheureusement filtré l'an dernier alors qu'il était totalement finalisé, il a filtré sur la toile, mais il faut savoir que c'est des albums où tout est joué avec les vrais instruments, des vraies mélodies, c'est-à-dire qu'il retourne dans son délire de zikos, de vrais fans de musique, de vrais fans de soul, de vrais fans de chansons romantiques. Et son dernier single d'ailleurs qui est sorti cette année s'appelle Reply, et franchement dans sa catégorie c'est un très bon titre. S'il avait sorti son premier album au moment où il devait sortir le second album de Mista, c'est-à-dire que quand il a commencé à travailler au début en 97 avec Tim and Bob, son histoire aurait été différente. Mais je pense qu'au vu de sa personnalité un peu lisse et de son truc très lover, et le fait aussi qu'il a suivi ce qu'il critique, c'est-à-dire que même si ce qu'il dit sur les R&B est vrai, pendant un moment il l'a incarné et ça ne lui a rien rapporté. Et ça a aussi dans un sens discrédité le son ou l'association qu'il pouvait avoir avec Tim and Bob. Bref, nous arrivons à la fin de cette analyse sur la carrière de Bobby Valentino. Bobby vit aujourd'hui. Que pensez-vous de sa carrière? Je sais que sa personnalité peut sembler un peu relou, mais finalement il nous ressemble à beaucoup d'entre nous en fait. C'est juste quelqu'un d'assez normal, qui aime chanter et qui aime composer en fait. Il n'a pas forcément cette flamme de superstar, il n'est pas forcément exubérant, il ne sait pas forcément danser, mais c'est pour autant qu'il ne mérite pas sa place en tant que chanteur de R&B pour Midinette comme il veut l'être en fait, parce que c'est ce qu'il veut être. Il veut chanter de belles chansons d'amour, de beaux rhythm and blues pour les dames. Bien sûr, quand on oublie l'affaire Emma Houston. Que pensez-vous de cette affaire? Qui a tort? Qui a raison? Est-ce que c'est elle qui a raison sur ce qu'elle dit, même si elle s'est discréditée? Ou alors est-ce que c'est lui qui a raison quand il dit que il est arrivé là, il savait pas que c'est une femme trans, il a fui, il est parti, et puis ni vu ni connu quoi. Bip bip! Non, je sais ce que vous voulez, je vais pas vous donner mon avis. Ou alors je vais vous donner en story sur Instagram, mais j'attends les vous dans vos commentaires. N'hésitez pas à me dire quel est votre titre préféré de Bobby Valentino, si vous aimiez Slow Down, si vous l'aimiez lui, si vous le trouvez trop chiant. Dites-moi comment vous le placez dans le game, comment vous voyez sa réaction face à cette relation avec la trans, et si vous voulez qu'il revienne dans la scène R&B. Moi je prendrais bien un album de Bobby Valentino avec Tim and Bob, mais je sais qu'on sera 5000 dans le monde, donc en vrai... Mais je prendrais bien ça quand même, parce que c'est un très bel interprète. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.